Chers téléspectateurs, nous allons maintenant aborder un chapitre cher à notre invité. Vous êtes toujours dans le bœuf politique, avant-dernière partie. Notre invité est toujours le professeur Charlemagne Messanga Yamding, quelqu'un qu'on aime ou qu'on déteste, on adorerait écouter. Bonjour professeur. Bonjour à vos téléspectateurs. Bien, nous allons parler du panafricanisme et des médias africains, les deux en un. Le 16 février 2025 s'est tenue à Addis Abeba, donc au siège de l'Union africaine, une réunion générale de l'Assemblée de l'Union africaine. C'est ça, oui. Il y a eu un vote solennel qui a qualifié l'esclavage et la colonisation de crimes contre l'humanité. Voici 42 jours. Nous tournons cette émission le dimanche 30 mars 2025. Oui. Voici 42 jours de cela. On entend timidement les médias africains sur ce fait et timidement les panafricanistes africains en parler massivement. Comment l'expliquez-vous, Charlemagne Messanga Yamding? C'est l'échec d'un panafricanisme idéologique, militant et politique. Vous savez, pan veut dire rattaché à quelque chose, pro-africain, pro-afro. Bon, et vous voyez que si on n'en parle pas, c'est parce que, pour une seule raison. Laquelle? Ceux qui ont les précurseurs du panafricanisme, les Kwame Nkrumah, même pas les Kwame Nkrumah, c'est parti beaucoup plus pour les Bulgares, William, Joseph, Richard et bien d'autres qui ont porté le panafricanisme dans les années 1900 et même 1800, avaient un objectif: décomplexer l'homme noir vis-à-vis de l'homme blanc. Ah. Bien. Mais sauf que ce panafricanisme était mené, et le vrai panafricanisme pro-noir, avec les mouvements Blacks Iberfol, où on a vu même dans les années 1800 des personnalités comme Marcus Aurélien Garvey dire que maintenant nous quittons les États-Unis pour aller rentrer sur nos terres africaines afin de garder notre dignité. Où on a vu des personnes comme Michael Little, qu'on a appelé Malcolm X, Malcolm Little, dire que créer des mouvements africains-américains, c'était l'amour pour la dignité. Et cette dignité ne pouvait se faire pour ces anciens esclaves que si l'Afrique se mettait debout. Parce qu'à cette époque, il y a eu l'esclavage, je l'ai dit, qui a duré 4 siècles. Il y a eu la colonisation qui a duré pratiquement 4 siècles. Et il y a le néocolonialisme qui a tué l'intention du panafricanisme. Qui se poursuit, bien sûr. Et qui a même tué l'intention du panafricanisme. Alors vous dites que pourquoi cette réunion ne s'est pas opérée? Non, j'ai pas dit ça. Je reformule ma question. Oui. Cette réunion s'est opérée. Il y a eu un vote solennel qui a qualifié l'esclavage et le colonialisme de crimes contre l'humanité. Contre l'humanité. Mais nous sommes un peu blasés, interloqués parce que les médias africains, les panafricanistes ne s'en sont pas appropriés. On n'entend pas, on ne va pas en parler massivement. Parce que... Pourquoi? Parce qu'ils se sont détachés donc des missions du panafricanisme. Tous ceux qui ont les comportements dégradants, la maltraitance, les guerres, ce sont les nègres qui produisent ça aujourd'hui contre leurs frères. Alors ils n'en parlent pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le reflet du miroir. C'est-à-dire que quand vous vous regardez dans un miroir, si vous vous rendez compte que vous avez un gros bouton au front ou sous le nez, vous ne cassez pas le miroir. Vous refusez, vous mirer désormais. Vous refusez, eux ils vont casser le miroir. Donc, rediffuser ça, mobiliser la plupart même des relais médiatiques qui appartiennent à des tyrans qui gouvernent l'Afrique aujourd'hui pour la plupart, eh bien, c'est remettre en cause des régimes. Ce panafricanisme a-t-il encore sa raison d'exister pour vous, dans la forme que nous lui connaissons aujourd'hui? Oui. Dans la forme oui. Non, dans la forme que nous lui connaissons aujourd'hui,
il doit exister pour créer des ruptures. C'est-à-dire que le panafricanisme tel qu'il a été pensé, c'est ce que vous voulez dire, je crois. Tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on le Non, voit. pas tel qu'il existe, tel qu'il a été pensé. Tel qu'il a été pensé, mais je veux tel qu'il existe aujourd'hui. Mais non, il n'existe pas. Il n'existe plus. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Parce que quand vous voyez depuis Toussaint l'ouverture, ça ne l'oubliez pas. Toussaint l'ouverture, c'est quand vous voyez même Haïti, hein, Haïti qui a été le premier pays à prendre son indépendance. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Haïti, est-ce que vous n'avez pas des larmes aux yeux? Tout simplement parce que Toussaint l'ouverture avait été déporté dans le Jura. Il a été remplacé par Dessalines, les blancs, appelons les négriers, on dit, pour que les autres ne recommencent pas. On va sempiternellement approuvir Haïti. Et Haïti va payer la dette de la colonisation et de l'esclavage. Ouais. Est-ce qu'on enseigne ça dans nos universités? Non. Vous en avez d'ailleurs? Oui, en Afrique, dans l'université. Moi qui vous parle, j'enseigne en Afrique. Vous enseignez avec des bouquins venus de quel pays? Ah, on a nos ouvrages. Vous avez vos ouvrages camerounais? Je comprends que il y a des contenus édulcorés, influencés par la colonisation. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on n'en parle pas? C'est votre question. Pourquoi il n'y a pas cette mobilisation? Pourquoi il n'y a pas de mobilisation contre cette l'Afrique panafricaniste est en panne. Bien. On vous voit régulièrement sur ces médias au Cameroun. Je vais parler du Cameroun car c'est votre pays. Oui. Même ces médias-là ne sont pas appropriés ce fait marquant de l'histoire. Comment expliquez-vous cela? Ça n'intéresse pas nos les médias camerounais? Nos médias ont deux problèmes au Cameroun. Lesquels? Premièrement, nos médias sont conditionnés par leurs promoteurs. Ah. Les promoteurs, je vous dis, dites-nous en plus. Qui dit promoteur dit autorisation à exister. Qui dit autorisation à exister dit filiation avec les décideurs. Ah. Je vous assure que il nous arrive parfois sur des sujets sensibles d'être invité sur le plateau. Vous arrivez sur le plateau, on vous dit que telle personnalité a appelé, vous ne pouvez plus y être. Ah bon? C'est pourquoi moi, par exemple, j'ai abandonné une chaîne de télévision au Cameroun. Les gens ne le remarquent pas suffisamment parce que j'étais invité à une émission. Nous devions parler de la démocratie et le processus de démocratisation mené. J'arrive sur le plateau, le journaliste me dit, j'étais là, Momo était déjà assis, il n'était pas ministre à l'époque. J'étais moi-même assis et quelques personnes pour l'opposition. Un coup de fil est arrivé. Le journaliste me dit, professeur, on me demande de vous sortir du plateau parce que vous ne défendez pas l'intérêt de tel ou tel ministre. C'était quelle chaîne? C'était Canal 2 avec Bouba Ngomna. Et je lui ai dit, mais Bouba Ngomna, j'ai été invité, je suis membre du comité central et j'ai été officiellement invité. Il m'a dit, Grégoire Oona, Mokoko Boudjo et quelques-uns. Et il y avait aussi, je vous donne cette fois-ci quand même des noms, ce monsieur est devenu malheureusement, comment il s'appelle, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, le professeur Boyo Massala. Ils ont estimé qu'on doit vous retirer du plateau. Je me suis levé. Tous ceux qui étaient sur le plateau se sont levés par solidarité, y compris Momo et les autres opposants. Il n'y a pas eu émission. Alors vous parlez donc des médias et sur cette question panafricaniste. Je suis sorti, j'ai dit bien, je viendrai toujours à Canal 2, mais plus jamais à Canal Presse. Et je vous dis depuis près de 7 ans ou 8 ans, je ne vais plus à Canal Presse. Et parce que je leur ai dit d'ailleurs en sortant que dans cette affaire, ce n'est pas les médias qui me fabriquent, c'est moi qui fabrique les médias. Sauf le mien. Parce que... Oui, mais écoutez, quand je viens quand même, je ne viens pas vous fabriquer, mais je ne viens pas ici aussi parce que vous allez me fabriquer. Non, je viens aussi pour valoriser. Bon, à un moment donné, vous avez donc des gens qui payent pour aller dans les médias. Quand je suis venu ici, je vous ai donné l'argent pour passer. Ah non, vous ne m'avez jamais payé. Hein. Bon, et partout. Il n'y a que les chocolats que vous m'apportez de temps en temps là, et nous mangeons ensemble, ou les cacahuètes. Vous êtes terrible. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, alors donc pour vous dire quand même que
Pourquoi ils ne parlent pas de ce panafricanisme? Parce que c'est de ce vote. De ce vote. Bon, je peux aussi, de ce vote, oui, bien entendu. En fait, de ce vote. Et j'ai connu aussi des cas aussi sordides dans d'autres médias sur certaines questions. Je ne voudrais pas tous en parler ici. Mais l'Afrique est tenue. L'Afrique est tenue par, par nos nouveaux négriers. Nous sommes sous leur emprise. Donc vos dirigeants. Voilà. Bon, et maintenant, cette première raison, à cette première raison quand même suicidaire, qui efface une telle résolution, mais vous avez un tel vote, oui. Un tel vote, oui, bien entendu. Vous avez à côté, l'intérêt même du débat. Vous savez qu'aujourd'hui, les débats sont commandés. Les débats sont parfois payés. Ah bon? Par ceux qui gouvernent, bien entendu. Ah bon? Écoutez, combien de fois j'ai été dans les télévisions, on m'a dit que tel a appelé, il faut que c'est toi qui sois là. J'ai dit, bon, je ne peux pas venir si c'est comme ça. Ou alors vous vous rendez compte que vous êtes sur un plateau, hein, ils ont eu un débat et on voulait quand même vous entendre ça à la fin quand on vous dit que c'est tel et tel qui a commandé le débat. Alors vous voyez qu'un débat sur les réparations, concernant l'esclavage, concernant la colonisation, met à mal certains potentats qui dirigent nos États. Ah! Quelle est la différence aujourd'hui lorsque vous voyez l'esclavage et tout ce que les précurseurs du panafricanisme ont mené, c'est-à-dire libérer l'homme noir, redonner la dignité à l'homme noir. Quelle différence y a-t-il entre cette époque esclavagiste, cette époque coloniale, et ce que nous font aujourd'hui nos propres dirigeants dans certains pays africains? Qui a intérêt à parler de cela? Je vous ai parlé du rapport de Macron, commandé par la France, où les Camerounais se sont mis à vociférer, alors que c'est la France qui a commandé son rapport. Le Cameroun n'en a pas commandé. Jamais. Le Cameroun a reçu avec faste. Mais ils se sont mis à brailler, à crier partout que ce n'est pas la France. Mais la France a dit, nous allons voir, tenant compte d'un certain nombre de faits, nous allons lever les secrets sur les archives. Et nous prenons des Français pour vous diriger, vous les nègres, parce que c'est eux qui dirigeaient cette équipe. Avec Karim Ramondi, en effet. Et on a pris quelques nègres, on leur a dit, qui ont même qui ont beaucoup souffert. Un chanteur. Je vous dis qu'ils ont pris plein de chercheurs nègres là, qui vivaient même très mal. Vous avez promis de me donner le numéro de l'un d'entre eux d'ailleurs. Je vais vous donner le numéro de Koufan. Et à la fin, les nègres se mettent à brailler que comment la France. Mais la France a commandé pour elle-même. Alors pour revenir donc sur cette affaire-là, nous sommes donc dans un tourbillon et il faut le dire, les Africains n'ont jamais voulu prendre leurs responsabilités. Les dirigeants africains. Du moins, les dirigeants africains. Mais même les Africains. Vous voyez que quand un peuple conteste ses dirigeants, que peut faire un dirigeant dithyrambique, soit-il, devant un peuple déchaîné? Je suis encore un peu africain pour vous ou pas? Rien du tout. Je suis plus africain? Non, pas vous. D'accord, je suis un peu africain parce que j'évoque ce genre de débat sur vous. Mais vous êtes un panafricaniste, vous êtes quelqu'un... Écoutez, le combat ne viendra pas de l'intérieur. Le combat pour la libération de l'Afrique viendra de la diaspora. Pour deux raisons. À l'intérieur, vous bougez, soit on tire sur vous, soit on vous met en prison. Vous avez même l'intention de marcher, vous devenez Biboun Issaka en prison 7 ans. Vous comprenez? Généralement. Premièrement. Et deuxièmement, il y a une situation de paupérisation où vraiment, bon, chacun veut voir, vous dites que je veux voir mon enfant grandir, je veux moi-même grandir. Grandir dans quelles conditions? Bon, alors, vous êtes dans quelles conditions? Quand on m'a frappé dur, avec des côtes cassées pour m'envoyer au nord, après j'ai gagné quand même mon procès et tout. J'ai vu qui venait à mon secours, qui a payé les pots cassés. C'est ma maman qui a été touchée, même dans son cœur, et avec son cœur s'est fragilisé. Ce sont mes enfants, et c'est ma famille qui a payé ce choc. Mais il faut faire attention. Vous avez tendance à croire que lorsqu'on vous dit
que les gens veulent voir les enfants grandir. Vous, comme vous êtes ici au bord de la Seine, avec vos Bordeaux, vos bons vins, vos choucroutes, vous ne réalisez pas ce que ceux qui vivent en Afrique, qui mènent des combats, subissent. Je vous dis que même ma défunte sœur, Mireille, a connu un choc. Je vous dis que c'est là où j'ai dit, hey! J'en avais parlé avec elle, en effet, oui. J'ai dit, hey! Donc, ce que je faisais pouvait mettre à mal ma propre famille et mes enfants. Mais il fallait voir le jour où on m'a débarqué comme un esclave pour aller à Garoua. C'était du jour au lendemain. J'étais là, la radio a dit que Femme Ndongo a signé, que désormais je suis mise à la disposition de manière illégale à l'université Garoua. Mais c'était un deuil lorsque j'ai quitté la maison avec des petits-enfants, femmes, enfants, neveux, oncles et employés. Je leur disais non, bye bye, je vais revenir, je ne vais pas mourir, tenez bon. Et je partais étant malvoyant. On vous envoie le bain, quoi. Je vous dis que moi, le Sanga Yamdé, je sais, lorsque vous parlez, vous dites que certains n'en parlent pas. Ils ne peuvent pas le faire. Je suis et quelqu'un qui a soutenu un régime, qui a soutenu un homme qu'on a traité comme un chien. Pour mon opinion, je n'avais pas volé, je n'avais pas tué, je n'ai jamais détourné un centime au Cameroun, mais j'ai été le ballon d'essai qui a mis en garde ceux qui voulaient recommencer. Revenons, oui, ceux qui voulaient recommencer. Donc, on a compris que les médias africains n'évoquent pas de tels sujets car leurs dirigeants sont les relais de ceux qui ont installé le néocolonialisme. Et troisièmement, ils veulent survivre. Ils veulent survivre. Regardez, au moment où nous sommes en train d'échanger ici, bon, vous avez des circuits qui ne peuvent pas être censurés. Mais prenez un pays comme le Gabon, le Togo, le Cameroun et tout. Si vous, Jackie Mwafo, je vous entends souvent parler du Cameroun. J'ai été un jour avec un de mes étudiants officiers colonels qui, j'entre dans son bureau, j'allais récupérer certains documents et il vous suivait. Il était en train de me suivre. Oui. Oh mon Dieu. Alors il m'a dit, vous connaissez ce monsieur? J'ai dit oui, mais je vous sois vu là-bas. Comment on fait même pour aller chez ce type? S'il était ici, j'allais le mettre en cellule. Ah bon? Mais oui. Parce que je fais mon travail. Non, mais vous faites pas votre travail, vous dites des choses qui ne conviennent pas. Bon, alors c'est pour vous dire que les promoteurs des médias survivent aussi. Ce sont les problèmes de l'Afrique de demain. Mais vous ne réalisez pas juste à quel point. Qu'est-ce que vous allez faire à un gars de la base qui est énervé ici, qui va enfariner un dirigeant? Rien. Nous avons vu quelqu'un enfariner et foutre même une claque au président Macron. Est-ce qu'il a été en prison? On l'a quand même condamné. 3 mois avec sursis. Oui, avec sursis, oui. Bon, au Cameroun, ou en Afrique, on l'aurait fusillé. Il serait dans la tombe. Ah, ça c'est sûr. On l'aurait tabassé à la machette, on l'aurait découpé d'ailleurs avant. Comme on a chicoté longueur, vous vous rappelez? Et vous dites que votre pays est une démocratie. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a des dérives. Il arrive, vous-même, il est arrivé qu'on vous ostracise sur les médias au Cameroun en fin 2023. Vous êtes resté 6 mois sans être sur un média au Cameroun. Non, là c'est moi qui refuse. C'est vous qui refusez. C'est moi. Comme là même, je ne veux plus. J'ai pris beaucoup de recul. Parce que vous êtes une bête de cirque, quoi. Pas une bête de cirque. Mes prises de position objectives m'ont créé beaucoup d'ennuis. Au Cameroun. Oui, au Cameroun. Bon. J'ai beaucoup souffert de... C'est-à-dire qu'en fait, la bataille au Cameroun n'est pas une bataille politique, donc de valorisation idéologique. La bataille au Cameroun, c'est la prudence, c'est la capacité à discerner ce que ça vous apporte. C'est-à-dire à la fin, il y a des gens qui veulent vous écouter, mais ces gens ne sont pas prêts à se sacrifier. Mais regardez un certain nombre de phénomènes qui se sont passés. Combien de jeunes ont été arrêtés en matière de droits de l'homme, hein? Combien de personnes aujourd'hui sont en tôle, on les comme ça là pour leurs idées et rien ne s'est produit. Combien de gens continuent à vous dire que dans les jours à venir, hein, malgré des langages abusés des uns et des autres, hein, vous irez au pays de si je savais,
vous aurez ceci, vous aurez cela de mon ami Atangandji, qui parle des abeilles et des œufs, qui sont quand même des vrais problèmes qui peuvent poser une crédibilité du pays en matière de droits de l'homme. Et des colonels généraux qui veulent me foutre en cellule. Donc, vous l'avez enfin dit, les gens l'ont entendu. Oui, non, c'est pour vous dire que notre pays, le Cameroun, est un beau pays qui a des gens, des intelligences rares. Mais malheureusement, sur certains points, nous avons quand même des gens qui ne sont pas à leur place. Bien. On fera quelque chose. J'informerai mon syndicat des journalistes, j'informerai le Quai d'Orsay. Vous nous rendez service en nous donnant le contact de ce colonel. C'est lui qui sera chargé de me protéger quand j'irai au Cameroun bientôt. C'est lui qu'on va contacter. Vous blaguez, hein? Je crois que c'est... Comme vous vivez votre bain dans la Méditerranée, vous fait oublier qu'il y a aussi des bains qu'on peut prendre dans l'eau fondue. C'est pas un problème. Vous nous parlez du Quai d'Orsay. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec tout ça au Cameroun? Oh, si vous saviez. Oui, si je savais, mais en attendant, et vous le savez d'ailleurs. Ces gens ont aussi leurs intérêts. Oui, ils ont d'ailleurs, vous savez, la complicité de certains réseaux français. Je crois que vous avez mieux lu que moi les ouvrages de François-Xavier Verschaff. François-Xavier Verschaff. Oui, je crois que vous avez aussi lu Affaires africaines. Donc je crois que l'envers de la dette. Dans l'envers de la dette, il y a interdit en France. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes plus libres ici que chez nous. Vous, Camerounais, êtes plus libres ici en Les France? Les Africains sont plus libres en Occident? Oui, en Occident, oui, parce que nous nous permettons souvent des observations ici que nous ne pouvons pas faire chez nous. Vous le faites chez nous, on vous met en tôle. Et on vous tue parfois. Ah oui, dans certains pays, vous avez Samuel Ouazizi. Où est Norbert Zongo? Oui, Zongo. Où est Martinez Zongo? Martinez Zongo, moi, dans le cas camerounais. Je veux plus parler de Samuel Ouazizi. Oui, c'est pour revenir donc sur ce panafricanisme-là qui est là. Et puis, dernier point, pourquoi on ne diffuse pas, et vulgarise pas ces résolutions ayant fait de l'esclavage et de la colonisation inclue. Parce qu'il y a l'ignorance et il y a les préoccupations que vous avez, mais que d'autres n'ont pas. Que peut bien faire un Camerounais qui a faim? Une jeune fille qui grandit, qui n'a jamais connu, qui ne sait pas comment on achète dans une boutique les serviettes hygiéniques. Parce qu'elle utilise le tissu jusqu'à 20, 23 ans parce qu'elle n'a pas de moyens. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire même d'écouter ça ou à un journaliste qui a faim, qui ne gagne rien? Vous savez, il y a des problèmes qu'on a en Afrique qu'il faut régler et qu'il faut dire. Moi, j'ai connu dans les universités des étudiants et étudiantes qui me disaient qu'écoutez, moi je viens de Moura, l'autre dit je viens de Bamenda, l'autre dit je viens de tel ou tel pays, de telle zone au Cameroun. Pour vivre, ces étudiants prenaient des chambres de 4 mètres carrés et essayaient d'y mettre deux lits à étage de deux places, 2 en haut, 3 en haut, 3 en bas, et se partager le dentifrice. Dans un pays où ces enfants n'ont pas de bourse. Dans un pays où ces enfants ne savent pas. Mais vous savez, la réalité africaine est sombre. Et tout ceci sous votre champion de président Paul Biya. Je parle de l'Afrique, c'est pas Paul Biya qui est au Tchad. Vous parlez du Cameroun. C'est pas Paul Biya qui est en Centrafrique. Vous avez parlé de Moura. Mais écoutez, je vous dis qu'il y a un ensemble global d'une réalité de pauvreté réelle au Cameroun. Je suis un homme politique. Je suis un homme de terrain. Est-ce que vous savez que même en matière de promotion, vous dites que oui, le journaliste doit parler de l'esclavage et de la colonisation. Mais la préoccupation... Les médias, pas les journalistes. Les médias. Mais les médias, dont les journalistes, appelons-les ainsi globalement aussi, vous avez raison en parlant de médias. Troisième et dernier point. Le panafricanisme a connu 3 étapes fortes, monsieur Manfou. Il y a eu ce qu'on appelle le panafricanisme idéologique. La lutte que les Noirs américains, les anciens esclaves, ont menée pour redonner la dignité aux êtres humains de race noire. Bien. Deuxième étape, le panafricanisme militant, l'imprégnation, la transmission aux Africains à travers le congrès de Manchester qui avait lieu en 1945 où pour la première fois il y avait Kwame Nkrumah et Modibo Keïta. Et maintenant,
le panafricanisme politique. En réalité, c'est quoi le panafricanisme politique? Puisque les gens n'en parlent pas. Ils ne sont pas impayés de cela. C'est qu'il y a deux tendances. Quand les Modibo Keïta réalisent qu'il y a des Noirs qui se battent pour donner leur dignité à l'Afrique. Après ce congrès, il y a deux groupes qui naissent. Il y a le groupe de Casablanca et le groupe de Morovia. Le groupe de Casablanca, qui étaient des progressistes, des socialistes, ceux qui voulaient l'unité de l'Afrique. Vous avez Kenneth Kaunda, vous avez Nnamdi Azikiwe, vous avez Modibo Keïta, vous avez Kwame Nkrumah, et puis quelques-uns qu'on peut citer. Bon, vous allez voir que ce groupe est né en janvier 1961. Le groupe de Casablanca, ceux qui voulaient l'unité de l'Afrique. Et c'est là dénonçait l'esclavage. C'est là dénonçait la colonisation. Ce groupe dénonçait le néocolonialisme parce qu'ils estimaient que, enfin, les Africains, après les indépendances, ne contrôlent pas leurs États. Eh bien, né en janvier 61, en mai 1961, 5 mois après, il y a un groupe qui va venir contrer les progressistes, c'est-à-dire que ceux qu'on appelle les Nkrumah, les Nnamdi Azikiwe, les Peter Abraham et tous ceux que j'ai cités, en créant donc le groupe de Morovia, où il y avait d'abord tous les États francophones d'Afrique. Donc, les têtes de proue de ce groupe étaient Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. Voilà. Alors, vous voyez que lorsque l'OUA naît en 1963, le 25 mai, vous savez la condition qu'on pose à une fusion pour l'Afrique. Il y a 3 conditions. Premièrement, lesquelles? Premièrement, vous abandonnez les notions de souveraineté et vous mettez en place la notion d'unité de l'Afrique. OUA, Organisation de l'Unité Africaine. Donc on n'est plus là dans des fusions qui ont tendance à parler de l'unité d'une gouvernance commune africaine. Deuxième condition, l'indépendance des États. L'indépendance. Oui. C'est comme ça que tous les États, on appelle ce deuxième groupe de Morovia les souverainistes, les minimalistes, minimum, ceux qui demandaient, qui avaient un programme minimal. Troisièmement, vous ne nous parlez plus de l'esclavage, c'est du passé. Vous ne nous parlez plus de la colonisation, c'est du passé. Ici, vous ne nous parlez plus. Et vous ne nous parlez plus du néocolonialisme. Ici, il parle de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas du passé. Ce sont nos maîtres. Ah, d'accord. Ce sont nos maîtres. Bon. Et vous allez donc voir que revenir donc, lorsque Toubira a d'abord fait adopter ici au Parlement une loi à l'effet de démontrer que d'ailleurs, j'en parle. La colonisation est un crime contre l'humanité. L'esclavage, pardon, est un crime contre l'humanité. Christian Taubira. Et bien, on l'a dit comme ça. Et lorsque l'Union africaine vient adopter, et bien, aujourd'hui, où est cette Union africaine? Où est cette Union africaine au moment où, au Rwanda, on voit les batailles à l'intérieur? Où est cette Union africaine au moment où les constitutions africaines sont tripatouillées? Où est cette Union africaine? Donc vous voyez que... Nous avons un chapitre consacré à RDC qui est le dernier chapitre. Bon, très bien. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. S'il vous plaît, si vous pouvez me dire oui, non, ça me suffit. Je vais le dire. Pour vous, Nathalie Yambe est-elle une panafricaine? Non, elle est brave, même si elle a quelques manquements. Est-elle une panafricaine? Pas totalement. Kémy Séba est-il un panafricain? Pas totalement aussi. Mais ce sont des gens braves. Franklin Yamsi est-il un panafricain? C'est un garçon brave aussi. Est-il un panafricain? Pas totalement. Juste un peu? Pas totalement. Bon. Vous savez pourquoi tous je dis pas totalement? Sur une échelle de 0 à 10, donnez-leur des notes. Vous savez, ils sont panafricains à quelle note sur 10 pour vous? Bon. Franklin Yamsi. Il est panafricain à combien? 4 sur 10? 2 sur 20. 2 sur 10. 2 sur 10. Oui. Nathalie Yambe. 5 sur 10. Kémy Séba. Kémy, je le mets à 8. 8 sur 10? Oui, parce que voilà. Donc il est panafricaniste, mais 8 sur 10 oui, quand même. Oui, 8 sur 10. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, ce garçon, il a mené ce qu'on appelle les combats de la conscience.
Et vous savez pourquoi je salue ces garçons? Parce que comme vous là, vous êtes français. Franco-bamileke. Oui. Et quand je donne 8 à Kémy, c'est pas parce que voilà un garçon qui a été dépouillé de sa nationalité française. Et il continue à se battre avec une nationalité africaine. J'ai vu un monsieur, pour ne pas le citer, je suis noir et je ne mange pas le manioc. Gaston Kelman. Il dit que oui, il est nationaliste, je suis bassa, j'ai fait ceci. Mais je regardais ce monsieur, il disait que mais voilà un monsieur qui a traversé la mer. Il était assis là il y a 5 mois. Hein, oui, dans de belles conditions. Et qui vient au Cameroun profond à la fin pratiquement de sa retraite avec sa nationalité française. Non, je pense que le panafricanisme aussi, ce sont les actes. Je crois qu'à un moment donné, quand il est beaucoup plus facile de dire qu'on est panafricaniste, lorsqu'on est né africain, on abandonne sa nationalité pour prendre une autre nationalité. Faites attention, bon, on ne va pas aller dans ce débat-là parce qu'abandonner sa nationalité, sachez que je veux parler de moi. Votre cas n'est pas pareil. Je ne serai pas français, je ne serai pas journaliste en train de vous parler là. Car dans votre pays, oui. Gervais Mendozé, qu'on a cité aujourd'hui, avait interdit le recrutement des Bamileke à la radio et dans ces médias. Donc j'ai été refusé parce que Bamileke à la FM 94, oui. J'arrive en France, soit je prends cette nationalité pour devenir journaliste, soit je la prends pas, je ne suis pas journaliste. Oui. Il faut bien comprendre, il y a des cas. Donc il faut arrêter de dire les gens ont abandonné leur nationalité. Parfois ils ont dû s'accommoder. Vous comprenez? Vous avez raison sur un certain point parce que, vous savez, je ne suis pas un homme figé. Il vaut mieux pas. Je suis un homme ouvert. Mais je vous dis que certains avaient la possibilité de mener le combat, étant africains, avec leur nationalité et survivre. Je ne voudrais pas parler de moi. Et puis de toute façon, tous ceux qui s'expriment en français sont français. Hein, lorsque vous voyez un peu le combat que j'ai mené, vous voyez mon fils que vous voyez là, sa mère est guadeloupéenne. J'ai été marié pendant plus de 20 ans. Je n'ai jamais pris la nationalité française. Vous comprenez? Donc je pense qu'à un moment donné, j'étais attaché aux valeurs africaines et je continue à croire que on peut mener un combat, même si je sais que c'est dur pour certains. Il y a des cas des réfugiés, il y a des cas, comme vous m'avez dit, des victimes de violences et de comportements et de rejet et de rejet étatique. Vous le savez bien. Mais vous avez aussi des cas de personnes qui auraient bien pu mener des combats avec leur nationalité, mais ils ne l'ont pas fait. Je peux vous garantir que je serais resté au Cameroun, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis d'accord. Je n'aurais pas été français, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une certitude. Oui, je vous dirais la même chose. Mes parents ne m'auraient pas envoyé en France. Vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Je ne serais pas parce que je reconnais que dans cette belle France que j'aime, parce que moi j'aime la France. Vous savez, la France m'a donné des enfants. J'ai eu à faire toutes mes études supérieures dans ce pays. J'ai vu ce qu'on appelle la justice, j'ai vu ce qu'on appelle l'égalité. Et c'est pour, il faut être reconnaissant à l'Occident. Parce que s'il n'y avait pas eu des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, l'Italie et bien d'autres pays, je ne sais pas ce qu'on serait. Est-ce que vous avez compris pourquoi je chante J'adore Paris? Tenez, j'ai mon single que je vais vous offrir. Vous m'avez offert le livre. Merci. Et mon single est là. Donc montrez-le, tenez-le bien sans que les gens voient. Voilà. J'ai chanté J'adore Paris et les gens me critiquent. Comment il peut être panafricaniste et adorer Paris? Non, si j'adore Paris, ils n'ont rien compris. Moi, je suis panafricaniste, mais j'ai du respect pour cette France qui continue. Regardez toutes les tournées que j'effectue actuellement. Regardez à mon âge. Après avoir consacré tout donné, retour au pays, tout laissé ici. Dieu merci, vous savez quand même que je suis quand même pas quelqu'un de démuni avec cette France qui m'a offert même une place au soleil sur le plan scientifique. J'ai tout laissé. Mais je vous assure que malheureusement, je suis parti. Regardez, quelques années après, je reviens encore comme un mendiant chercher à manger. Parce que dans votre propre pays, on vous a... Mais la France, c'est eux qui me donnent quelques petits coups. Écoutez, c'est une réalité. Si j'avais remis
C'est terrible. Hein? Je vois votre fils est assis là-bas, il est consterné, il a la même posée sur le menton, il est mais il me soutient beaucoup. Mes enfants m'ont dit. C'est terrible, hein? Oui, tous ces enfants que vous voyez là, hein, aujourd'hui, je suis parti avec eux. Quand je suis allé au Cameroun, lui, Kenny avait 9 ans, Larry en avait 7 ans, le dernier avait 6 ans. Ils ont beaucoup aimé le Cameroun, bien. Oui, et c'est pour vous dire quand même que, bon, certains ne comprennent pas aussi pourquoi finalement les Africains sont ici. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cracher sur l'Occident, la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., c'est des gens qui n'ont aucune expérience de la vie ici. Parce que quoi que l'on dise, cette France, cette Angleterre, cet Occident, ces pays des Blancs nous ont quand même redonné beaucoup de dignité. Je le dis, sans la France, je ne suis pas journaliste. Je vais vous le dédicacer tout à l'heure à la fin, donc ne vous inquiétez pas, c'est pour vous. Merci. Sans la France, je ne serais pas journaliste, car dans mon propre, pays, par tribalisme, j'avais été refusé. Pas parce que j'étais incompétent, car c'est le même garçon qu'on refuse en 1995 à la FM 94, sous ordre de Gervais Mendouzé, qui arrive au Gabon 3 ans après, et on vient me chercher pour animer la Génération Nouvelle qui appartient au général Assélé. On m'invite, même feu Michel Aura du Château m'invite sur la première chaîne de télévision gabonaise pour m'interviewer. Alors que dans mon pays, j'avais été rejeté parce que Bamileke. Vous comprenez? J'ai bien connu Michel Assélé. Vous voulez quoi? Vous dites quoi? Sans la France, je ne vous connaîtrais pas parce que je ne serais même pas journaliste. Bon, on va bientôt passer à la dernière partie. Je pense qu'avant de passer, nous avons parlé du Gabon, nous avons parlé du Cameroun et beaucoup de pays. Je crois que les Africains qui nous écoutent doivent savoir que le monde nous regarde. Tant que nos gouvernants ne prendront pas conscience qu'une dignité est à donner à nos peuples à partir des politiques d'ouverture, des politiques capables de valoriser les Africains, eh bien, l'Occident ne nous prendra jamais au sérieux. Mais voilà.